de Germain qui va nous accompagner pendant cette période, et vous tous. Donc je vais laisser la parole un peu après à nos équipes pour vous présenter le programme sportif, un peu le média, un peu tout ça. Et, voilà. Et après, Germain conclura tranquillement. Tout est OK pour tout le monde? C'est bon? Allez, bonne réunion. Et donc on est filmé. Hein. On est filmé, c'est parti. Oui, attention. Qu'on se tienne. Il faut se tenir bien. On est filmé 2 fois, 3 fois, je crois, non? On est filmé en Facebook et pour la campagne. Donc il y a des personnes qui sont connectées à distance aussi? Il peut y avoir des personnes qui se connectent à distance également. On est, oui, pour que ce soit transparent pour tout le monde, on est en live sur le, du coup, sur le réseau, enfin sur Facebook, sur la chaîne, enfin sur la partie page de ta liste Germain National. On est en train de faire une captation qu'on mettra sur la chaîne YouTube pour les présidents qui veulent revoir l'intervention après. Et puis du coup, il y a quelqu'un qui t'accompagne également aujourd'hui. Donc attention. Tenez-vous bien. Bon, ça commence dès maintenant, pas de pression. Allez, c'est parti. On est parti. Alors, peut-être juste pour me présenter. Donc, Jonathan Renaud, moi je suis président du tennis club de Champs-sur-Marne. Donc avec Guillaume depuis quelques semaines maintenant pour travailler sur ce programme et en prévision des élections. Et on l'espère pour 4 ans ensuite de mandature. Aujourd'hui, on a 2 gros points. La partie engagement, donc nos 20 engagements, déclinaison du programme, en allant un petit peu au-delà de ce qu'on a pu déjà partager, et puis vous présenter la liste. Il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes dans la salle, qui font partie de la liste. On vous présentera un petit peu tout ça, et puis l'idée c'est que moi je vais dérouler un petit peu le programme avec des interventions d'un certain nombre de personnes ici présentes, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu comment on souhaite incarner la partie gouvernance et les différents sujets qu'on souhaite traiter pendant les 4 prochaines années. Pour commencer, du coup, sur nos engagements, le premier engagement qui est vraiment dans une résonance d'être plus en proximité, plus en ouverture avec les clubs. L'idée c'est vraiment de retisser du lien, de se rapprocher club, comité et de travailler main dans la main les uns avec les autres. Ça se traduit déjà par la manière dont on a travaillé sur la liste, on le verra à la toute fin. L'idée c'est de s'entourer d'élus qui vont être compétents au niveau du comité et motivés. Quand on dit compétents et motivés, c'est finalement d'aller piocher des élus qui vont être représentants de clubs répartis sur le territoire. Donc d'avoir un maillage, on est sur un territoire en Seine-et-Marne qui est quand même très vaste, très grand, qui n'est pas facile à animer. Entre Croissy-Beaubourg, qui est plutôt au nord du département, et le sud du département, il y a quand même une distance qui fait qu'on est très vite assez loin. Donc ça nous paraît hyper important d'avoir des élus qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire, qui vont permettre d'être un peu point de référent et point d'ancrage pour l'ensemble des clubs de manière beaucoup plus proche. Ça c'est un premier point. L'autre élément clé dans la construction de la liste, c'est finalement de ne pas être que sur des bénévoles ou des élus de club, mais aussi d'aller piocher dans le vivier d'enseignants, dans le vivier de juge arbitre sur le territoire, d'aller trouver des joueurs et des joueuses qui représentent les différentes pratiques qu'on est censé encadrer, que ce soit du tennis, du beach tennis ou du paddle. On le verra sur la liste, effectivement, là on a vraiment été retrouver des gens qui sont un petit peu référents dans leur domaine sur ces pratiques-là et qui vont pouvoir nous aider, nous aiguiller dans la manière dont on souhaite travailler. Donc ça c'est vraiment le premier point. Je veux juste qu'on soit aussi au clair, n'hésitez pas à m'interrompre sur toute question, si vous avez des remarques, des compléments, l'idée c'est que ça puisse être aussi interactif. Ensuite sur la partie, on va dire plus ouverture, un des gros points qui est important pour nous, c'est d'organiser avec Manuel un rassemblement qui va essayer de mêler sur le territoire l'ensemble des acteurs qui font le tennis, le beach et le paddle en Seine-et-Marne. Donc ce rassemblement annuel, l'idée c'est vraiment de rassembler à la fois des élus, des enseignants, des personnes qui sont motivées, qui ont envie de contribuer dans une journée un petit peu complète, où à la fois on va redonner certes de l'info venant du comité de contexte, ça c'est important, d'avoir un petit peu le contexte dans lequel on travaille à l'échelon départemental au-dessus, mais surtout d'avoir un vrai temps de travail et productif sur des thématiques qu'on viendra proposer à ce moment-là, de manière à la fois recueillir les problématiques des uns des autres et surtout commencer à venir travailler et identifier des personnes qui ont envie de contribuer et de venir travailler sur les différents sujets. Ce point-là, il est vraiment clé pour nous, hein. Le fait de se dire une fois dans l'année, on se réunit, on sanctuarise un temps où on partage. Et vraiment, on est dans un temps de partage, d'échange, et surtout de venir identifier les énergies, les personnes qui veulent venir contribuer, venir proposer des choses, et que d'une certaine manière, la feuille de route de l'année qui va suivre, elle soit à ce moment-là validée avec l'ensemble des personnes qui seront présentes et qui ont envie, à un moment donné, de s'intéresser à ces sujets-là. Ne pas être que dans le descendant, mais vraiment être très très proche des problématiques des uns des autres. Dans la continuité de ce point-là, c'est
troisième engagement, c'est des choses qu'on a déjà pu lire par ailleurs, mais c'est de rendre vraiment concret. Comité Maison des clubs. Oui, ça doit être vraiment un espace dans lequel le comité, moi en tant que club, je sens que j'ai ma place. En tant que dirigeant de club, je sais que j'ai ma place au comité. Je comprends quelles interactions je peux avoir à faire avec le comité et je sais pourquoi, en tout cas, je vais avoir un besoin du comité. Ça parle d'élargir les horaires d'ouverture, d'avoir un comité qui est ouvert du matin au soir, en semaine et en week-end. Facilité d'accès à un club qui a besoin, ça ne doit pas être une difficulté de pouvoir le dépanner à un moment donné. Là, on est sur un territoire qui subit des inondations et des crues importantes. Il faut que ce soit hyper naturel et hyper simple de pouvoir avoir recours au comité dans des cas de figure comme ceci. Conditions d'accès également, pour élargir les ouvertures, il faut que globalement on ait des manières d'accéder au comité qui soient un petit peu plus simples, que les conditions d'accès soient un petit peu plus faciles aussi. Donc là, on est vraiment dans la partie utilisation de l'outil comité et des infrastructures du comité. Après, c'est aussi avoir des temps beaucoup plus réguliers de partage d'infos, d'écoute des problématiques et ne pas avoir que 3-4 temps dans l'année où finalement les équipes du comité viennent donner les informations utiles au bon fonctionnement du club. Ça, c'est nécessaire, mais d'avoir des vrais temps de travail qui viennent en relais du point 2. C'est-à-dire que le point 2, oui, c'est important d'avoir ce temps annuel partagé. Il faut que ça se matérialise ensuite par des temps de travaux tout au long de l'année. Et là-dessus, c'est d'une certaine manière, alors on ne l'écrit pas, mais ici, mais c'est sortir du fonctionnement commission très figé dans lequel on est actuellement. Actuellement, si on regarde l'organigramme du le fonctionnement du comité de Seine-et-Marne, on doit avoir plus d'une vingtaine de commissions sur tout un tas de sujets. Je pense que la plupart se réunissent à peine une fois dans l'année. Et globalement, en tout cas, c'est pas ce qui dirige et ce qui permet de fonctionner. Là, l'idée, c'est bien de remettre des boucles de travail qui ne sont pas des boucles hyper figées, hyper strictes, et qui permettent de rassembler des acteurs, toujours avec un pilotage venant du comité de direction et des membres du comité de direction qui prendront leur part dans ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment le lien de proximité qu'on souhaite remettre avec les clubs et renouer le dialogue, surtout avec l'ensemble des clubs. Donc là, on est sur la première partie. Sur la manière dont on va un petit peu plus le décliner, on parle entraide, on parle synergie. On a un axe de travail qui va être très très structurant, d'aller sur un secteur et un travail un petit peu plus de manière sectorielle. J'évoquais tout à l'heure la Seine-et-Marne, c'est un très grand département. Les problématiques au sud-est Seine-et-Marne et dans le secteur qui est ici entre les Limites, Champs-sur-Marne, notamment Bussy, Chelles, on n'est clairement pas sur les mêmes problématiques, la même densité de clubs, les mêmes proximités entre les clubs. Du coup, il y a un vrai besoin de travailler de manière un peu plus sectorielle pour à la fois favoriser sur un secteur de la synergie entre clubs et puis répondre à des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Dans le sud-est de la Seine-et-Marne, on va avoir beaucoup de petits clubs distants les uns des autres. On a des problématiques d'emploi qui vont être super importantes et structurantes pour le bon fonctionnement d'un club, ce qui va être beaucoup moins le cas sur un maillage de clubs plus dense, plus important et avec plus d'adhérents autour de Marne-la-Vallée. Là-dessus, peut-être Guillaume, si tu veux nous rejoindre, si tu veux nous partager 2-3 éléments. Guillaume Gauthier, je vais juste introduire, qui est directeur sportif du club de tennis paddle de Lizy-sur-Ourcq et qui bosse aussi pour l'Interco et peut-être nous partager un petit peu quelques axes de réflexion, en tout cas dans la manière dont on souhaite porter ces sujets-là, sachant que tu seras amené à bosser dessus, mais aussi sur le sportif, on en parlera après. Bah moi, deux axes concrets, c'est on va dire un point de vue sportif, où il y a déjà aussi quelques années, j'avais été embauché par le comité, au temps où Gilles Carrère était le président. Il y avait des secteurs qui avaient été créés, et moi donc j'étais responsable de tout le secteur nord-est de Seine-et-Marne. Donc on avait mis en place des regroupements sur Coulommiers, sur d'autres clubs, etc. pour justement, il y avait un côté détection et un côté essayer de rassembler les enfants qui étaient marqués un petit peu pour faciliter le fait de jouer ensemble, etc. Parce que c'est vrai que le comité, quand on habite derrière Coulommiers, etc., ben, c'est plus d'une heure de route. Donc c'est des freins, évidemment. S'il y a quelques vocations de joueurs, de joueuses, je veux dire encore un peu plus délicat, vu leur nombre est encore un peu plus restreint. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de réfléchir pour relancer ce genre de choses. Ça c'est plutôt le point de vue sportif. Et puis après au niveau structurel, donc effectivement je bosse pour l'intercommunalité du Pays de Lourdes depuis 2 ans maintenant. Et donc il y a eu une volonté là pour le coup politique de
vouloir améliorer les structures sportives au sein de l'intercommunalité. Et après, donc, il y a eu un vrai débat, comme il y a dans beaucoup d'intercos, c'est-à-dire est-ce qu'on saupoudre un établissement sportif à tous les coins du département, ou est-ce qu'on crée un pôle? Alors nous, tout simplement, notre idée club, parce que là je suis avec mon président, c'était de dire, nous on préférerait un pôle, parce qu'on va concentrer les moyens, on va aussi concentrer les sports, et donc tout ça crée une émulation, et là maintenant ce projet est sorti de terre, et il est vivant depuis 1 an, et on se rend compte qu'effectivement maintenant au début on nous opposait le fait, non, il va y avoir une concurrence entre les sports, ou les gens qui habitent à 1/4 d'heure, ils ne vont pas venir. Oui, mais si on concentre, c'est-à-dire que tout le monde est à 1/4 d'heure, et vite, il y en a ceux qui veulent faire de judo, n'ont pas de chance. Le dojo, il est à l'autre bout du territoire, donc pour vous, c'est une demi-heure. Là, tout le monde est à 1/4 d'heure. Donc finalement, ils sont concentrés sur les transports, ils ont rassemblé tout le monde, et aujourd'hui, on voit une vraie émulation, parce que nous, au tennis, on récupère aujourd'hui des parents d'enfants judokas, et pour le coup, vu que c'est l'intercommunalité qui a agi, vu que les mairies tirent un peu plus la langue financièrement maintenant, etc., pour faire des établissements de qualité, parce qu'ils ont plein de choses aussi à voir, bah là ils ont concentré les moyens, et on se retrouve à avoir une infrastructure, voilà. Vous êtes tous dans le tennis, on a 3 cours couverts, isolés chauffés, un clubhouse de 100 mètres carrés, des vestiaires, des paddles, une salle de muscu. Donc évidemment, on a un retour de gens qui avaient arrêté le tennis et ils se retrouvent à jouer dans des belles structures. Donc voilà, donc c'est 22 communes, hein, son interco. 22. C'est l'effort de 22 communes. Ouais. Donc forcément, c'est plus léger à porter et c'est plus réalisable à un moment de développer des vraies infrastructures de qualité. C'est ça. Donc l'idée, effectivement, c'est peut-être après d'aller voir les collectivités, peut-être à l'étage effectivement d'après, les intercos, etc., pour voir s'il n'y a pas moyen de générer en tout cas des projets. Ce sera un travail de longue haleine, hein, mais il faut s'y mettre parce qu'on a tous à y gagner. Et il y a vraiment plusieurs axes à développer, tant sur le sportif, la collaboration déjà première entre les clubs, puis après faire évoluer au niveau des intercos. Mais on a bon espoir à un moment, en nous impliquant, qu'on arrivera à avancer sur ce terrain-là, au moins sur certains secteurs. Et après, les exemples prendront l'avantage et là on gagnera du poids et au fur et à mesure on intégrera plus en plus de secteurs dans le projet. Et l'idée en termes de relais, c'est effectivement d'avoir des élus référents un petit peu par secteur, donc d'avoir une vraie découpe, d'avoir du sportif, ça on y reviendra après, effectivement pareil, d'avoir la même approche sur le sportif. Et puis on reparlera un peu projet sportif ensuite, lien avec les intercommunautés et les partenaires publics, là aussi qui font partie des axes assez structurants. Peut-être juste pour finir Guillaume, nous dire un peu en chiffres, licenciés, comment ça a évolué chez toi? En chiffre sortie Covid, nous étions 87, on arrive à 300. Bravo. En 2 saisons. Si on continue, on se parle un petit peu bénévolat. Sur la partie bénévolat, l'idée c'est pas de se dire simplement c'est un engagement qui est important, il faut qu'on fasse des choses dessus, c'est plus de dire qu'est-ce qu'on fait pour le coup de manière très concrète et de proposer quelques mesures qui peuvent vraiment permettre d'animer. On sait que le bénévolat est au cœur de nos clubs. On est dans un modèle qui n'est pas facile sur le tennis, hein, où on gère des employés, de masse salariale, il y a des responsabilités quand on est bénévole au sein d'un bureau ou d'un club. Et pour autant, on a bien besoin de tous ces bénévoles. Dans les éléments qu'on souhaite mettre en place, c'est d'avoir un vrai fonds de dotation à l'échelle du comité pour valoriser et soutenir les clubs dans le fait de pouvoir récompenser un certain nombre de bénévoles avec l'appui du comité. Ce n'est pas simplement de la distribuer une médaille, on parle vraiment d'avoir de la dotation concrète. C'est des choses qu'on met en place avec Guillaume dans nos clubs depuis maintenant 2-3 ans, sur tous nos bénévoles, enfin on récompense à rythme annuel, généralement sur des sorties, sur des places, donc on s'est aperçu qu'on avait fait la même chose avec le tournoi de paddle à Roland-Garros qui vient de se faire, où on a invité une trentaine de personnes à chaque fois dans les clubs, des jeunes, des moins jeunes. Ça marche bien. Et ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément ultra coûteuses pour un club en fonction parce que les prix pour cet événement-là sont hors de prix. Mais là, l'idée, c'est de venir d'avoir une vraie politique d'aide de la part du comité pour récompenser avec des modalités de distribution qui sont clairement à définir avec vous. Ça nous renvoie sur la première planche quand on parle travailler ensemble, c'est aussi se dire finalement de ce dont vous avez besoin.
et comment on définit les clés de répartition, comment on vous soutient dedans, de manière à ce que ce ne soit pas simplement 2-3 places qui tombent à droite à gauche, mais que ce soit vraiment structurant et aidant pour vous. L'autre élément, c'est vraiment vis-à-vis des jeunes. Le bénévolat, on est très clair dessus. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les jeunes bénévoles et en lien avec la partie nouvelle école de tennis. On essaie de pousser beaucoup autour de la nouvelle école de tennis, du fonctionnement en plateau, de l'entraide, des jeunes qui viennent aider sur les terrains. Ces jeunes qui viennent aider, c'est un vrai terreau pour des futurs bénévoles ensuite dans les clubs. Moi, je sais que j'ai commencé comme ça, je ne suis pas le seul. C'est hyper important d'aller valoriser ces jeunes bénévoles. Donc là, dans le point du dessus, nous, on les rentre dedans. Et c'est très très important d'être en relais de ces éléments-là. On en reparlera un peu après, mais de venir les aider. Donc là, au niveau comité, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir une vraie journée événement pour les jeunes bénévoles au sein des clubs que vous nous présenterez. De manière, donc on est vraiment dans la dynamique programme mini-coach, répétiteur, école de tennis, et de leur proposer une vraie journée événementielle sur le comité avec un certain nombre de choses dedans. Qui sera à définir. Donc là-dessus, le format est clairement à définir, mais l'idée c'est d'avoir un vrai temps dans l'année où on les valorise, on les récompense, on leur propose une expérience qui va être sympa, soit sur du temps de jeu, sur des temps d'animation de comité, soit sur une sortie, ça restera à définir. Mais d'avoir vraiment 2 axes et 2 leviers assez structurants côté comité qui doivent vous aider. Dans la partie aide, il y a tout ce qui est autour du numérique. La mesure, elle est volontairement pas totalement hyper précise dans le sens où on parle d'un outil numérique parce que la forme de l'outil, elle n'est pas totalement arrêtée à date. Simplement, le besoin auquel l'outil doit venir répondre, c'est de faciliter l'interaction entre enseignants, entre dirigeants, entre élus, entre salariés. De quelle manière on arrive à dialoguer de manière beaucoup plus directe les uns avec les autres et comment on commence à faire communauté, comment on commence à faire corps. Actuellement, on voit qu'au niveau de la Fédé, on a un certain nombre d'outils, on a un certain nombre de choses. Pour moi, le gros élément manquant dans toute la suite logicielle actuelle, c'est la dimension communautaire, interaction les uns avec les autres. Finalement, ce qu'on fait globalement, peut-être pour aller une bonne partie d'entre nous dans nos clubs, autour de groupes WhatsApp, autour de l'utilisation de WhatsApp. Ça peut être une première partie de réponse, mais actuellement, si on regarde côté comité, on a une application mobile qui donne juste un peu d'infos, un site internet, et puis il n'y a rien d'autre. Donc là, clairement, il manque une brique. Et l'idée, c'est de venir travailler sur quelle est la forme de la brique qu'on doit venir proposer. Donc l'idée, c'est pas de se dire, on va vous faire telle forme de truc, une application ou ça, c'est peut-être pas le bon format, on n'en est pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le besoin auquel on doit répondre, c'est de pouvoir avoir de l'interaction. De l'interaction et aussi du partage d'expérience. Ça va vraiment au-delà de simplement, on est capable de dialoguer simplement. C'est aussi, voilà, moi je fais tel type d'animation, je fais tel truc, je le partage, je le mets dans un espace repère qui peut permettre aussi à d'autres de venir s'appuyer dessus. Donc c'est vraiment de favoriser cette entraide et d'avoir un outil qui doit nous favoriser, nous aider là-dedans. Autre point, la partie plateau match animation. Ça fait écho à la partie sectorisation, ça fait écho à la nouvelle école de tennis dont on parlait tout à l'heure. Là, l'idée, c'est que globalement, au travers de la mise en place de tout ce qui est nouvelle école de tennis, on nous incite beaucoup à essayer de mettre en place des plateaux match, faire jouer les enfants de plus en plus à partir de la balle rouge, la balle orange, la balle verte notamment. Parfois, pour certains clubs, ça va se faire très simplement. On a un volume d'enfants qui va bien, c'est pas trop compliqué de les rassembler, de les faire jouer. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des écoles de tennis, il y a beaucoup d'écoles de tennis, et encore plus en Seine-et-Marne, on a des clubs vraiment de taille très très variés, pour lesquels faire un plateau match, c'est illusoire. Je vais proposer un plateau match, je vais avoir 2 enfants, 3 enfants balle rouge, ils vont pas passer un moment sympa, ça va pas être cool. Donc là l'idée c'est vraiment d'aider et d'animer, et on est toujours dans la dynamique sectorielle, de manière à ce que les clubs réussissent à se rassembler pour venir proposer des événements. À la fois, ça réduit un petit peu la pression sur les terrains pour certains clubs, et surtout, ça permet d'avoir un niveau d'enfant un petit peu plus important. Ça permet aussi de commencer à avoir des réflexions sur de l'emploi. C'est-à-dire que dans les emplois, au niveau des enseignants, si on est sur du multi-acteur, on peut avoir plus facilement des volets qui ne sont pas que des volets de leur terrain, mais aussi de venir travailler sur du complément et de sécuriser un emploi de manière un petit peu plus pérenne au sein d'un club, ou possiblement à terme, un emploi entre plusieurs clubs. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y aura du croisement entre l'animation sectorielle et le sportif pour aller sur ce terrain-là. Romain nous parlera tout à l'heure du sportif, mais il y a vraiment du croisement entre ces 2 volets. Et tout ça nous donne un tout assez cohérent dans la dynamique, on va dire, d'entraide et de synergie entre les clubs. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces éléments-là, qui s'appellent des Romains. Je continue.
Très complet. C'est complet, c'est très clair. C'est clair. C'est à l'image de Joe, c'est très clair. Celui-là, Tout le monde en digestion. là, je mets tout. Allez, on y va. Des réponses concrètes. Là aussi, on va aller sur des terrains, je pense, qui sont clairement les problématiques qu'on a au cœur des clubs. Les problématiques autour de l'emploi, du juridique. Il y a eu des choses qui ont été faites ces derniers temps avec et des tentatives d'essayer d'avoir un petit peu plus de réponses proposées. Là, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un vrai service à destination des clubs qui peut être sollicité. Là, il y a un rythme et une fréquence qui sont à définir, mais vraiment sur l'aide juridique, sur l'aide relative à l'emploi. Quand vous faites des contrats, quand vous pouvez passer des contrats, quand vous avez des sujets d'assurance, je sais qu'il y a sur le partie du territoire des vols, des choses comme ça, d'être en capacité d'interroger une ressource qui a vraiment toutes les réponses adaptées à ces questions-là pour vous aider, vous accompagner. De manière, et quand j'ai accompagné, c'est pas vous envoyer un document, débrouillez-vous, c'est vraiment d'aller au-delà du partage. Ce service-là existe et est payé par la Fédération française. On peut interroger soit par téléphone, soit par mail. C'est Cosmos. C'est Franchement, Cosmos. c'est nickel. Ça tourne pas mal, mais Voilà. justement, tu vois, c'est deux. Pour te dire ce qui existe déjà, après tu peux créer autre chose. Mais voilà, moi je travaille qu'avec eux. Sur. Ils m'envoient un écrit, ils m'envoient tout ce que je veux. Tu veux mettre de l'autre entreprise, ils t'envoient ce qu'il faut faire. Et c'est très cadré. Après, il peut y avoir quelque chose de mieux, mais je trouve que là, en plus, c'est l'interlocuteur privilégié auprès du ministère des Finances de tout ce qui est sportif. Quand il y a une négo, c'est eux qui négocient en fait pour les clubs, il y a tout ça. Et le... Juste la Non, mais t'as raison de le dire. Et l'ensemble des clubs du territoire y a accès librement. En tout cas, le comité. faut adhérer. Il faut adhérer, ouais. Il faut adhérer, et après, c'est la fédération qui prend en charge la cotisation. Peut-être juste en complément, c'est vrai que le Cosmos est une vraie solution. D'ailleurs, tous les clubs qui ne sont pas adhérents aujourd'hui, je les encourage vivement en fait, à y aller. C'est effectivement prise en charge en fait, par la Fédé. Par contre, on a un certain nombre de réflexions, que ce soit au niveau des comités départementaux, des ligues et de la Fédé, de compléter en fait, le dispositif si on prend aujourd'hui en fait, un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans un certain domaine, on pense également que concrétiser et signer des forfaits avec des cabinets, des sujets en fait plus pointus, peuvent compléter le dispositif. Mais tu as raison, Cosmos, c'est le passage C'est déjà la bonne qui est le base. meilleur. C'est déjà la bonne base. Bien sûr. Ouais. Non, non, c'est sûr. À part avec nous, ça tourne. Sur le territoire, par rapport à notre stratégie, il y aura quand même la spécificité de la sectorisation et éventuellement des emplois mutualisés sur plusieurs clubs. Et là, dans ce cadre-là, par exemple, le dispositif qu'on va mettre en place peut avoir son intérêt parce que accompagner les différents acteurs, les aider à collaborer, à monter ce projet-là en commun, on pourra intervenir dans ce cadre-là. Donc ça va dans la continuité déjà du principe de sectorisation. Le point suivant, il est sur la alors, on est toujours dans la continuité de l'histoire et du fait frontière. Le fait d'aller animer des ateliers de réflexion. C'est-à-dire que le comité, à nos yeux, doit avoir un vrai rôle d'animateur et d'animation. C'est pas simplement se dire on va créer des secteurs, des élus référents et puis vous voyez comment vous organisez. C'est vraiment de mobiliser les équipes et les chargés de développement sur cette partie-là. Venir dans les clubs, animer des ateliers de réflexion entre clubs, vous aider à porter votre projet sportif. Le projet sportif, on en a pas mal parlé ces derniers temps, il y a des outils qui commencent à arriver. Là, l'idée, c'est vraiment de venir vous aider de manière très concrète, quand il y a du besoin, à le mettre en place. Le projet sportif, il est, je pense, vraiment structurant et très structurant dans le lien avec les partenaires publics. C'est un peu ce qu'expliquait Guillaume tout à l'heure sur la manière dont on va convaincre sur l'interco. À un moment donné, si vous n'arrivez pas à voir votre commune ou votre interco avec une vraie vision, un vrai projet très clair, très cohérent, et quand on dit sportif, c'est du multifacette, on parlera tout à l'heure et juste après d'aspect un petit peu plus diversité, c'est quelque chose. Là-dessus, ces parties-là, nous, elles seront incarnées notamment par Lucien Claude, le président de Torcy, qui est très à la pointe sur tout ce qui est tennis d'utilité publique, et dans la manière de venir structurer un projet sportif qui réponde aux problématiques et aux attentes de l'interco. Donc vraiment, c'est d'être à votre côté sur l'animation d'ateliers et vous aider aussi dans l'axe de collaboration club enseignant. Ça nous paraît, et ce qui fait écho à la partie sectorisation, c'est-à-dire que cette animation de club enseignant, c'est à la fois au sein des clubs mais possiblement entre clubs. De quelle manière on arrive à vous accompagner les uns les autres pour venir avoir des postes d'enseignants qui soient un petit peu pérennes, possiblement sur du multi-club, et pas se retrouver sur tous les petits clubs à essayer de trouver des pigistes tous les ans ou tous les 2 ans parce qu'on sait très bien qu'on n'a que 8 heures, 10 heures à offrir et
et qu'à un moment donné, on ait trouvé un enseignant qui est top, mais que d'ici un an ou deux, dès qu'il va trouver un contrat un peu plus dimensionné, il ira voir ailleurs. Il y a sûrement des solutions, il y a vraiment moyen de trouver des pistes pour que des clubs un peu plus structurés puissent mettre à disposition une ressource sur des clubs alentours, de manière à avoir de la continuité et des perspectives de travail un petit peu plus intéressantes pour la partie enseignant. Mais ça doit s'écrire, ça doit se travailler, et c'est pas évident. Donc là-dessus, pour nous, il y a vraiment un axe de travail fort côté comité pour appuyer. Infrastructure, Guillaume en parlait, lui, sur comment ça a travaillé au niveau de leur interco. Un plan d'action, ce sur quoi on s'engage, c'est de mener un audit de l'ensemble des infrastructures du territoire, d'avoir une photo complète sous 2 ans. Ce qui doit venir en appui et en relais de réflexion qu'on aura du coup d'un point de vue sectoriel sur la manière dont on peut venir faire progresser la partie infrastructure sur le territoire. On ne prend pas d'engagement sur on va monter tant de salles, on va vous aider à ci ou à ça, tout simplement parce que sur des aspects financiers, on n'a pas la vue claire dessus. Mais par contre, on s'engage à avoir une photo complète et à vraiment ensuite mettre en place un certain nombre de choses pour aller sur ce Juste terrain. là-dessus, c'est faire des photos pour qu'on sache de quel club on parle, ce qu'il a exactement, qu'on ait un fichier avec tous les clubs, les identifier, on sache de quoi on parle. C'est-à-dire quand vous appelez au comité, on sait, on a un fichier, l'ANI, on sait ce que c'est, Montévrain, on sait ce que c'est, on connaît les besoins, et ça nous permet de réagir plus vite et d'être plus actifs s'il y a besoin de quelque chose. Et tout le monde connaît, pas obligé de renvoyer un mec encore et encore et encore et encore. Donc sur 2 ans, ça nous paraît légitime, parce que sur un an, on est quand même un gros territoire, ça nous paraît compliqué sur un an d'y aller. Et dernier point sur ces sujets-là, la partie interaction avec les partenaires publics, c'est vraiment un élément clé. Guillaume l'illustrait de manière très parlante, je crois. Avoir des bonnes relations, c'est important. Avoir du soutien du comité parfois dans les relations, ça peut aussi être clé. Et là-dessus, ça fait vraiment partie de nos engagements, et Guillaume le portera assez fortement sur ces points-là, d'être autant que de besoin au soutien des dirigeants du territoire, pour aller voir les municipalités, pour aller voir les intercos, s'il y a besoin, effectivement, pour être vraiment en soutien et donner du poids sur le fait que vous êtes porteur d'un projet crédible, sur lequel on a pu travailler avec vous, auquel on croit, et en tout cas d'essayer d'être à l'appui autant que possible. Ça va être pareil, un des engagements forts sur le mandat. Juste, pour illustrer aussi ça, par rapport au lien avec l'emploi. Oui. Nous, maintenant, on a créé aussi une vraie relation entre le club, c'est vrai que les clubs de tennis sont un peu plus professionnels que d'autres disciplines, on va dire, et aujourd'hui, l'intercommunalité emploie aussi des enseignants du club, moi, mais aussi d'autres, pour l'intervention dans le domaine sportif, sportif scolaire, sportif pendant les vacances, etc. Ce qui fait aussi que ça permet de pérenniser des emplois, et que les enseignants sont plus investis finalement dans le sport local général, et ça évite effectivement qu'ils font 5 heures, ils partent 5 heures ailleurs, etc. Et on concentre et on améliore la qualité de l'encadrement. Et effectivement, ça parle aussi de projet sportif. Comme tu dis, il y a des pistes de lien avec la mairie sur du tennis scolaire. Là, nous, actuellement, on est en train de passer à Champ une convention avec la mairie qui est très sensible sur tout ce qui est prévention jeunesse. Donc, on va accueillir des enfants en décrochage qui vont venir nous aider avec nos mini-coachs sur des cours de petits. Ça fait partie des choses qui vont mettre du bon lien et favoriser ensuite des projets derrière. Mais ça demande d'avoir une identité claire en termes de club et de projet sportif à exposer à la mairie pour que la mairie sache aussi à quel moment il y a du rebond avec nous. On parlait enfants en décrochage, tennis inclusif, tout ça. L'idée, effectivement, c'est d'identifier avec les partenaires publics les axes de travail qui peuvent avoir de la valeur pour eux sur la partie diversité. Diversité sociale, culturelle, inclusif. C'est important d'avoir un bon dialogue là-dessus, à la fois quelles sont les sensibilités du club, des dirigeants, des enseignants, quelles sont les sensibilités locales et les axes un petit peu prioritaires. Lucien n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais lui, ce qu'il voulait vous partager, en tout cas sur l'exemple de Torcy, c'est quand il est arrivé président Torcy, il y avait une vraie chute en termes de licenciés. Et en 4-5 ans, le club s'est totalement restructuré sur une approche en développant ce qu'il appelle le tennis d'utilité publique. Et il travaille avec 7 ou 8 associations locales pour lesquelles ils mènent diverses missions. Et ça a clairement permis de redynamiser très fortement le club. Ils ont fait plus de 100 licenciés en 3 ans au travers de cet axe-là, ce qui a permis de redonner une existence au club, une identité forte.
Et là, il va sur d'autres sujets et son projet sportif évolue maintenant. Mais c'est vraiment un axe qui est très, très structurant. Autre élément, je te passe peut-être la parole, Romain. Romain Sénéchal, qui est le responsable sportif à Champs-sur-Marne et qui portera donc avec Guillaume et quelques autres tout l'aspect sportif. Donc là, on va parler tennis féminin et puis un petit peu plus sportif ensuite. Alors, tennis féminin, on l'a vraiment détaché du projet sportif global parce qu'on va mener vraiment des actions spécifiques sur ce public-là. Et notre point de départ, c'est d'utiliser nos forces. Et la force actuelle, c'est qu'on a l'ITF au mois de mars. Et on va partir de ce gros tournoi qui quand même réunit jusqu'au top 300, top 200, des fois même top 100. Et qu'on commence à monter des actions autour de ce tournoi pour réunir les filles au comité. Alors après, il y aura différentes stratégies possibles. Et après, détendre ces actions-là dans les clubs. Et après, accompagner les clubs dans la gestion de ce public-là, donc en mettant les actions spécifiques qui permettent de les fidéliser ou de les amener vers la compétition, ce qui serait aussi un bon point. Voilà, je pense que déjà ça, et puis après, en fonction des résultats qu'on obtiendra, on s'adaptera sur la suite de la stratégie. Donc après, maintenant, on va plutôt parler de la direction sportive générale. On va poursuivre deux objectifs qui vont rejoindre l'objectif de la fédération qui est de former du très haut niveau. Donc sur nos objectifs, le premier, ça va se positionner sur les petits clubs et moyens clubs, donc un cours, deux cours couverts. Le but du jeu, ce sera de les accompagner, de les aider à développer, à former des jeunes à seconde série. Quand je dis seconde série, on parle vraiment du niveau 15-1-15. Parce que là, quand on fait un peu le bilan du niveau global sur la Seine-et-Marne, il y a de moins en moins de jeunes joueurs dans ces classements-là, dans les petits clubs. Et les gros clubs commencent vraiment à rassembler même ces niveaux-là. Or, un club de 2 cours couverts a la structure pour développer ce niveau-là. Donc, il faut relancer une dynamique dans ce secteur-là. Deuxième objectif, alors là, ça va être plus au niveau de la Seine-et-Marne, ça va être de recréer un vivier de joueurs autour de 2-6 et plus pour qu'à un moment les niveaux nationaux qui peuvent apparaître sur des projets très individualisés puissent avoir un vivier de joueurs avec lesquels ils peuvent jouer, partager, s'entraîner. Voilà. Et tout ça, ça participera à une dynamique et à une synergie qui, on l'espère à terme, améliorera le nombre de joueurs qu'on va pouvoir former au plus haut niveau et évitera les fuites de talents dans les autres comités et dans les autres clubs, parce que à un moment malgré tout on reste en concurrence avec les autres départements qui vont avoir des clubs. Alors nous, dans notre écosystème, globalement nos clubs, 3 cours couverts en Seine-et-Marne, c'est un gros club, c'est à dire que vraiment la plupart des clubs c'est 1 à 2 cours couverts. On a quelques clubs à 4 cours couverts, 2 ou 3 à 5 cours couverts, et on doit peut-être en avoir 1 ou 2 à 6 cours couverts, tandis que dans d'autres départements, on est quand même sur des structures, des infrastructures beaucoup plus importantes. Donc forcément, pour faire du sportif de haut niveau, on a déjà une carence de ce côté-là, d'où le principe de sectorisation. C'est-à-dire que si à un moment on arrive à faire collaborer 3-4 clubs à 10 km à la ronde, c'est plus 3 cours couverts, plus 1 cours couvert, plus 2 cours couverts. Ça peut faire un ensemble de 10 cours couverts. Par contre, il va falloir vraiment structurer tout ça et faire en sorte que tout le monde collabore dans la même direction. Voilà. Je pense qu'il y a des questions, je ne vais pas plus détailler. Juste se redire, hein, cette partie fuite de talent, si on regarde les finales critérium, alors là je parle senior, hein, parce que chez les jeunes il y a des épiphénomènes, et les finales seniors du critérium l'an dernier, je joue à 0 chez les hommes et à 2-6-1-6 chez les femmes. Alors, on est vraiment sur un niveau de jeu plafond qui est bas et qui fait que dès qu'on arrive à avoir des jeunes formés à très bon niveau, ça devient très compliqué de rester sur le territoire. C'est les mêmes, hein, chez les filles, c'est les mêmes. Et ça reste les finales, oui. c'est les mêmes. Hein. Et chez les filles, pour se dire, là cette année, critérium femmes, on a 20 inscrites à seconde série. Ouais. C'est un département qui est quand même assez vaste. Donc sous 4 ans, c'est vraiment de réussir à remonter ces curseurs-là, de se restructurer pour réussir à remonter ces curseurs-là et retrouver l'attractivité déjà sur le niveau de jeu et sur la manière dont on forme et on se structure. Globalement,
finalement, c'est Voilà. ça l'enjeu. Le comité Val-de-Marne a des bonnes idées, on va les piquer un peu chez eux Ouais. pour garder nos Après, joueurs. on s'appuiera sur toutes les bonnes idées. Hein. Ah, Là, ils ont des bonnes idées, c'est voilà. ça. On discutera avec le trésorier, mais il y a des bonnes idées. Après, on a aussi conscience que pas mal de clubs n'ont pas pour objectif de faire de la compétition. Ils sont dans d'autres dynamiques, faire du loisir. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va imposer. C'est vraiment, on va lancer un appel. Les clubs qui répondront, on proposera un audit de leur politique sportive dans ce domaine-là. On verra quelles stratégies sont pour nous les plus pertinentes et on les accompagnera dans la mise en place. Et on va aussi solliciter les enseignants parce que la compétition, ça part souvent d'un enseignant qui est motivé, qui s'y intéresse. Donc là, si à un moment on arrive à coordonner un bureau et un enseignant et des compétences au niveau départemental, on espère en tout cas pouvoir monter les curseurs. Et tout ça, ça va se combiner avec notre 15e mesure qui est recréer une dynamique de tournoi sur l'ensemble du territoire. Là, on commence à avoir des périodes vides. Déjà, tout ce qui est période entre les vacances scolaires, il n'y a aucune activité de tournoi. Donc ça veut dire que si on veut qu'un enfant, je ne parle même pas de compétitivité à niveau national, là on parle vraiment juste et un contact régulier avec la compétition, comme dans des sports collectifs où toutes les semaines il va être sollicité. Là, ça devient compliqué. Tout se masse à la même période. Du coup, on se retrouve avec des grandes listes d'attente, des tournois, donc les jeux arbitres prennent plus de monde, donc des convocations beaucoup moins souples, plusieurs rendez-vous dans la journée, 2 matchs par jour maintenant, c'est devenu la norme. Une indisponibilité, ça fait des forfaits ou des remplacements maintenant. Donc, il faut qu'on augmente l'offre autour des tournois en Seine-et-Marne et surtout qu'on mette en place une vraie stratégie. Le but, c'est pas de dire faites tous des tournois. Le but, c'est un moment de structurer par le calendrier telle période creuse dans tel secteur de la Seine-et-Marne, parce qu'on vous rappelle, grand secteur. Donc à un moment, quand on voit des joueurs de Montereau qui viennent jusqu'à chez nous, on se dit ah quand même il y a un sujet. C'est-à-dire obligé de faire 1h30 de route pour faire un tournoi de tennis. Il y a un vrai sujet à étudier. Donc nous, la stratégie pour tout ça, il y aura toujours le principe de sectorisation. Notre analyse du phénomène, c'est on a 2 cours couverts, on a 300 adhérents, beaucoup de personnes qui viennent jouer en libre, tous nos cours, la compétition. On ne peut pas mettre en stand-by la structure pendant 2 semaines hors vacances scolaires pour faire du tournoi. On ne peut pas. Donc, comment on peut répondre à cette problématique-là? Sectorisation, nous c'est ça notre axe, c'est-à-dire qu'à un moment, on va demander à ces structures-là de consacrer sur une période donnée qu'on aura bien préparé un cours couvert, mais qu'on va mutualiser à 10 km à la ronde avec 3 ou 4 autres clubs qui vont aussi proposer un cours couvert à la même période. On se retrouve avec un tournoi sur 4 cours couverts. Voilà. Ce serait notre solution pour pouvoir proposer des choses entre les vacances sans que ce soit un gros poids sur le club en question. Donc là, ce sera un ensemble de clubs. Deuxième point, le nombre de JAT. Les tournois sont portés par quelqu'un qui va proposer ses services, donc soit par un bureau qui va solliciter l'intervention d'un JAT, soit tout simplement un JAT qui propose ses services et qui va organiser le tournoi. Donc nous, dans notre liste, et même au-delà de notre liste, on va réunir un nombre d'acteurs de ce secteur-là pour qu'à un moment, déjà, ils nous partagent leur expérience et leur expertise dans le domaine pour structurer donc, notre calendrier de tournoi. Et qu'en même temps, quand il y a des carences dans l'organisation, ils nous aident, soit en intervenant directement, soit en faisant jouer leur réseau et en trouvant le JAT qui pourra prendre en charge le tournoi. Voilà. Et dernier point, à terme, l'idéal, ce serait de remettre en place donc, un circuit de tournoi. Je vous présente rapidement le fonctionnement. Le circuit, c'est un ensemble de tournois qui répond à un cahier des charges qui aura été défini par le comité. Tous les inscrits, à chaque fois qu'ils gagnent des matchs, selon les classements, selon demi-finale, finale, vont accumuler des points tout au long de la saison. Et à la fin de la saison, on organise ce qu'on appelle des masters, c'est-à-dire que tous ces points accumulés vont nous faire apparaître un classement et les meilleurs de ce classement-là pourront s'affronter dans des phases finales. C'est des circuits qui existent déjà, donc il y a par exemple le circuit Briard autour de Fontenay-Trésigny. À l'époque, il y avait le circuit Seine-et-Oing, plutôt au sud Seine-et-Marne, qui en bout de chaîne organisait un événement
assez sympa dans un gymnase avec remise des récompenses, plein de jeux et qui pouvait réunir énormément de monde. Donc nous, c'est quelque chose qu'on aimerait relancer. Et dernier point sur le sportif, autour du paddle et du beach tennis. L'idée c'est d'accompagner les clubs dans la mise en place d'écoles de beach, écoles de paddle. On est vraiment prémis sur ces choses-là, donc essayer de favoriser le partage d'expérience. On est sur un territoire où côté beach tennis, on est quand même très en avance par rapport à la plupart des autres départements. On a un club comme Champagne-sur-Seine qui est très à la pointe dessus. Il y a Melun qui a des terrains, on a des terrains à Champs maintenant aussi. Je crois qu'il y en a qui arrivent à Lagny. Pas tout de suite, mais en tout cas déjà, ne serait-ce que d'avoir 4 clubs sur un même département à terme avec des terrains beach tennis, c'est plutôt hors du commun et ça doit nous permettre d'avancer pas mal dessus. Donc là, il y a un axe de travail. Et sur le paddle, même chose, idée d'aller structurer, on commence à avoir des pistes qui se répartissent sur le territoire, d'accompagner les clubs dans la partie. Un joueur pro qui nous a rejoint sur la liste, qui s'appelle Julien Sorin, qui est Seine-et-Marnais, qui est au TC Fontainebleau, et qui va nous aider dans le développement et l'habitude du pro, comment ça fonctionne, etc. Donc sur le paddle, vous avez vu à Lézigny, on va faire 3 nouvelles pistes encore qui vont arriver. On a aussi un axe très important sur le paddle, sur essayer de faire des académies, essayer de... Voilà, comme le beach, on va essayer d'être un peu précurseur aussi dans le 77 sur pas mal de choses. Oui, c'est ça. Sur les deux disciplines, on a un joueur à chaque fois top 50 français qui nous accompagnera dans les axes de réflexion sur ces sujets-là. Et dernier grand axe, Fabien Goudron, qui est le président de Ponto Combo, portera notamment toute cette dynamique un petit peu plus autour de la partie événementielle, visibilité du comité. Je te laisse nous partager les éléments. Donc on va augmenter, comme je ne sais pas si vous êtes au fait sur ce point, donc la communication, les réseaux sociaux ont une place de plus en plus importante pour tout le monde. Donc, et puis le comité de Seine-et-Marne, on a une communication qui est quand même assez faible, notamment autour des clubs, autour des événements faits aussi par le comité. On a très peu de visibilité sur les réseaux sociaux de ce qui se passe. On va travailler aussi également sur une refonte de toute la charte graphique communication du comité, donc pour qu'on ait une identité visuelle propre au comité. On va se rattacher au code de la fédération, mais on va aussi essayer de s'approprier un petit peu les codes de la communication. On va aussi avoir aussi toute la refonte vestimentaire des équipes du comité, voilà, et des sportifs, avec une identité graphique plus sympa, plus identitaire aussi également. Et ensuite, on va aussi décliner cette communication autour des clubs pour qu'eux aussi nous remontent leurs événements, pour qu'on puisse les partager, pour qu'on puisse avoir un contact privilégié avec les clubs de la Seine-et-Marne. Donc ensuite, on a aussi, comme Romain en a parlé, de l'ITF, le tournoi international féminin. Voir ce qu'on fait, s'il est trop grand pour nous, s'il n'est pas assez grand. On a quand même le deuxième tournoi d'Île-de-France féminin, après Roland-Garros. Non, après le WTS 125 de la Garde Paris. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la Garde. Troisième. Donc, Pas les gars. voilà. Pas Roland-Garros. On joue pas dans les mêmes cours. Donc, l'ITF, voir si on accélère sur ce projet-là, si on réduit un petit peu la voilure en termes de... On va faire un audit financier déjà quand même, parce qu'on n'a Voilà, pas tous les comptes. On va faire un audit financier quand même de... Il y a monsieur le trésorier. Il est venu avec les comptes. C'est pour ça. On n'avait pas tous les comptes, il est venu avec toutes les... Le sujet sur l'ITF, c'est effectivement de clarifier le positionnement. On C'est sent qu'on est entre deux. Donc est-ce qu'on essaie d'avoir un événement un petit peu plus dimensionné, un peu plus visible, ou est-ce qu'inversement on réduit la voilure si on n'est pas capable de monter en gamme et si on estime que financièrement c'est plus ça passera par le sponsoring certainement, par la recherche de sponsors, du développement. C'est ce qui va nous permettre de monter, c'est ce qu'il va falloir voir et identifier. Nous, c'est ce qu'on a identifié à Lézigny, c'est qu'on avait un nombre de sponsors. On est presque à 40 000 € de sponsors à Lézigny, qui est un petit club quand même. Donc on est capable d'aller chercher. Je me dis que si nous à Lézigny on est capable d'aller les chercher, je ne vois pas pourquoi au comité on ne serait pas capable d'aller chercher plus haut et du coup de permettre de financer un ITF un peu différent, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, une image différente en tout cas et de consolider clairement, comme c'est marqué sur de consolider cet ITF au sein du comité. Parce que c'est important pour les femmes aussi, on parlait justement du projet femmes, c'est quand même important que cet ITF, si on parle des femmes, de relancer le tennis féminin en Seine-et-Marne.
l'ITF, Ça contradictoire. exactement. Donc l'ITF, c'est important qu'on le consolide et que les femmes voient que c'est un vrai sujet pour nous et que ça fonctionne correctement. Donc on va essayer on va y travailler en termes de communication, en termes de sponsoring, en termes d'événements, on va essayer de faire un truc un peu sympa. Voilà. Juste un petit aparté. Et ensuite, pour finir sur les tournois internationaux, on a l'envie de créer des tournois Europe junior. Donc un tournoi junior masculin, un tournoi féminin. Et donc l'envie qu'on a, c'est d'en organiser un nous en tant que comité, mais aussi de faire participer les clubs et de faire en organiser un avec plusieurs clubs mutualisés, parce que c'est quand même une organisation qui est quand même très importante. Donc mutualiser les clubs, on va dire proches en termes de géographie pour. Ce qui est le cas à Lésigny, on a fait une demande pour un tennis Europe et on aura besoin certainement de clubs pour structurer tout ça, parce que maintenant, juste pour information, ils veulent absolument des résines. Plus de béton pour eux, donc tous les terrains extérieurs déjà on peut oublier, c'est les terrains extérieurs en résine. C'est un choix clair à identifier. Donc typiquement pour nous, on a que 2 terrains, on sera obligé d'aller voir à l'extérieur et de concourir avec d'autres clubs pour que ça fonctionne. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, enfin, pour finir, comme Guillaume l'a dit, privilégier les relations avec les partenaires privés également, parce que pour avoir des projets de cette envergure, on a besoin d'argent, hein, tout simplement, on ne va pas se le cacher. Donc augmenter les prospections sur ce sujet, et également sur tout ce qui va être aussi les compétitions pour les jeunes, pour les pôles compétitions du comité, avoir peut-être un sponsor comme le fait BNP Paribas pour certains clubs ou certaines académies. Et aller sur le terrain du mécénat aussi en termes de Oui. réflexion, qui a un angle assez intéressant. Il y a des vraies choses à mettre en face de possibles mécénats à l'échelle du département, à l'échelle d'un comité. En plus, également pour nos joueurs sportifs de haut niveau, parce qu'on en a encore quelques-uns sur le terrain. Exactement. Et Y un compris aspect sur les disciplines, on en parlait avec certains, justement, Beach paddle, sur des disciplines comme beach ou paddle, où ça peut être hyper dimensionnant pour pouvoir continuer l'activité à haut niveau. Peut-être juste pour finir, Guillaume, je te laisse conclure. Ouais, je me lève vite fait. Bah, ça c'est pour vous en fait, hein. Clairement c'est marqué. C'est qu'en fait ce soit vraiment notre maison à tous, pas que pour nous, pas que pour les élus, mais qu'on arrive à travailler tous ensemble. Et je pense qu'on est dans une... C'est compliqué en ce moment, l'actualité est compliquée. Le soir nous permet de relever un peu tout ça et de relever un peu la tête. Donc on va faire tout pour que ça fonctionne bien et que ça se passe bien. Et avec vous, on a vraiment besoin de vous, sincèrement. Voilà, nous ici à Lésigny, on est tous des présidents un peu d'expérience, un peu moins moi, mais quand même, j'ai quand même fait des choses sympas ici. Joe aussi a fait pas mal de choses, tous ici. Et donc il faut continuer, donc ça veut dire qu'en mutualisant tout ça, tous ensemble, on peut arriver à faire un truc un peu sympa. On parlait évidemment de l'ITF, on parlait des tournois, on parlait un peu de tout, nous remonter plein de choses. Et effectivement, la sectorisation, c'est important, parce qu'on connaît moins bien. Là, il y a des clubs qui ne sont pas là aujourd'hui parce que c'est un peu loin pour eux de venir. On est un samedi, donc il y a des gens qui nous suivent à distance, mais qui nous soutiennent quand même pas mal. Mais c'est simplement que c'est un peu loin, donc on voit bien la difficulté aujourd'hui, clairement, de réunir un peu tout le monde. Donc c'est ce qu'on va essayer ça va être une tâche importante. On a 4 ans, c'est pour ça que les engagements sont assez clairs et pas trop... on essaye de recentrer vraiment sur vous le plus possible. Alors vous avez vu que Joe est très méthodique, Romain aussi, donc ça va aider dans la méthodologie. Fabien a relancé le club de Ponto aussi de façon très dynamique. Et après, il y a vous tous, hein, on n'a pas parlé de tous les journalistes, il y a les enseignants qui sont là, qui sont aussi très impliqués. Et voilà, donc voilà, en tout cas, content de votre soutien et voilà. On a un joli combinoscope, il y a des... Voilà. On n'a pas tout le monde, mais enfin, si, tout le monde est là, mais on partit en dehors d'écran. Donc voilà la liste en tout cas qui va soutenir l'ensemble de ces engagements-là. Avec, comme on le disait, une volonté effectivement d'être représentatif des différentes parties du territoire, des différentes forces vives du tennis, que ce soit des présidents de clubs, des joueurs, des joueuses, des enseignants, des juges arbitres, et d'avoir des personnes en capacité de mobiliser des acteurs du territoire pour avancer sur les sujets sur lesquels on souhaite travailler. Je vais te passer la parole. On va regarder parce que là, Et on on a l'écran. Il y a plein de jeunes femmes qui, pour des raisons diverses, elles ne sont pas là, mais elles seront là, elles seront beaucoup plus présentes. C'est un parcours autorisé avant de... Oui,
sur la présentation que vous faites, moi j'ai des demandes actuellement de gens qui me disent mais alors, quand est-ce que je peux jouer au pickleball? Pickleball, vous savez? Ouais. Donc moi aujourd'hui, je pense que dans l'axe, puisque vous recherchez des ressources et de lancer des gamins, 16 terrains, 16 enfants sur un terrain avec un enseignant, et voilà, je pense que c'est le moyen peut-être de remettre des petits, des gens qui ont à partir de 8 ans, 9 ans, dans le tennis, peut-être plus facilement que comme on le fait aujourd'hui. Je parle des gens qui démarrent. Pas de ceux qu'on va amener. On l'a fait nous. Voilà. Donc, on l'a fait ici. Tu vois, on l'a fait ici, on a eu des terrains, ça a pas mal fonctionné. Et je trouve que, enfin, moi, je vais me lancer là-dedans, avec le paddle bien sûr, mais je pense que les deux, et les gens qui viennent, il y en a 2 qui font des études en Angleterre, ils viennent ici pendant les vacances, ils sont arrivés, mais vous n'avez pas de pickleball, et ça ne vaut pas grand-chose. Un terrain, c'est 1000 €. En plus. Un peu plus si on fait, ça dépend les bandes qu'on met. Ouais, c'est une contente de Voilà, marquer. c'est ouais, plutôt, pas- voilà, donc les deux, moi, il y a des gens de nos gens qui sont venus tester nos gens, qui viennent jouer des fois à chèque. Ouais. Ils m'ont dit, mais alors, je ne fais pas ça. Il faut regarder un petit peu. Ouais. Je pense que c'est pas un oubli volontaire, probablement. Mais je Non. pense qu'il faudrait peut-être C'est pas l'inclure un dans la démarche. Nous, on a testé ici, ça a pas mal fonctionné. Après, c'est vrai que ça va être Sur un terrain couvert, c'est mieux. Ouais, On peut c'est le très mettre beau, dehors, c'était bien très sûr. sympa. Sur un Alors qu'aux terrain- États-Unis, ils jouent pratiquement tous dehors, ils adorent Tous ça. dehors, je sais. Ouais, ils font ça sur les parkings, effectivement, Ouais, ils je se coûtent sais, pas cher, ouais. ils merdent des trucs et tout. Ouais, ouais. Eux, ça a remplacé chez nous le paddle. Le paddle ici est devenu un peu le sport. Le pickleball, c'est là-bas. On va essayer Les de deux petit à peuvent petit. être fonctionnés en même temps, paddle et. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Non, non. C'est Non, deux du trucs tout. différents. Ouais, On n'est pas sur les mêmes profils de Non, joueurs. non, Voilà, totalement. j'en dis pas plus. Non, mais c'est bien noté. On s'est pas mal posé la question de le faire apparaître comme un point ou pas. On l'a pas fait apparaître, ça n'empêche pas que Non, mais c'est c'est pas une une critique, idée. là, c'est juste. Non, mais tu fais bien de le faire remonter pour le coup. Et, Bien sûr, tu critiques, je sais. Non, non, non. T'inquiète pas, tu vas arrêter ton paddle, tu vas non, mais je vais dire à Jérémy que s'occupe bien de toi. t'inquiète. c'est bien entendu en tout cas. Super, bravo. Parfait. Allez, on va laisser la parole à Germain. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour, rebonjour à toutes celles et tous ceux que j'ai déjà eu l'occasion de saluer. Alors moi, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être en Seine-et-Marne, parce que c'est un département que je connais surtout professionnellement, puisque on en a parlé tout à l'heure, j'étais à Aymerinville pendant quelques années, pendant 4-5 ans, avant de travailler en fait à Croissy-Beaubourg, juste à côté du centre du comité. Donc merci Guillaume de m'avoir invité. Merci pour ces belles présentations qui étaient à la fois inspirantes et également une confirmation de toutes les discussions que nous avions déjà eu l'occasion d'avoir. Alors d'habitude quand je prends la parole c'est pour 1h30, mais là en fait on m'a dit tu as 20 minutes. Alors je ne sais pas comment est-ce que je vais faire mais je vais essayer de le plus bref possible. Alors d'abord pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, peut-être une rapide présentation, j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ce sont mes 2 enfants d'ailleurs qui m'ont amené à découvrir le tennis il y a une vingtaine d'années, puisque ma fille qui a aujourd'hui 29 ans a été entraînée de ligue, elle a été 2e série pendant un bout de temps, mon fils en fait également, il a également passé sans s'équiper, et en fait le tennis est devenu un sport de famille que je pratique d'ailleurs moi régulièrement 1 ou 2 fois par semaine, soit en simple, soit en double. Je ne vais pas vous parler de mon niveau parce que je sais que dans la salle il y a des gens qui jouent très très bien, avec des très bons classements, donc vous voyez, je m'amuse beaucoup et comme beaucoup, je dirais d'adhérents, je prends énormément de plaisir à jouer ce sport, soit en simple, soit en double. Ce que je peux également vous dire, c'est rapidement mon parcours dans le tennis, parce que j'ai découvert il y a 20 ans, comme je le disais. Moi je viens du basket et du vélo. J'ai fait du basket dans les jeunes catégories, en benjamin, en minime, en cadet, à un bon niveau régional. J'ai ensuite fait du cyclisme sur piste où j'ai remporté 2 titres de champion d'Alsace en course au point et en vitesse qui m'ont permis de faire les championnats de France. Donc petite parenthèse, hein, je suis alsacien d'origine, c'est pour ça que j'ai 2 titres de champion d'Alsace. Mais je suis en Ile-de-France depuis maintenant 42 ans. J'ai eu l'occasion de travailler pratiquement dans tous les départements franciliens. Et le tennis, je l'ai surtout connu dans le Val-de-Marne. Je suis Val-de-Marnais depuis maintenant plusieurs décennies. Et dès la 2e ou la 3e année où mes enfants jouaient au tennis, j'ai commencé à m'intéresser à l'association, donc au tissu associatif. Et j'ai pris la vice-présidence d'un club que vous connaissez peut-être, qui est la VGA Saint-Maur, qui est un club à l'époque qui faisait 700 licenciés. On est un peu plus de 1000 aujourd'hui. Et quand on parle de cours couverts, nous avons aujourd'hui 6 cours de plein air terre battue et qui sont bullés en hiver, 1070 licenciés. Donc je vous
laisse imaginer la difficulté qu'on peut avoir pour gérer en fait les infrastructures. J'ai été président de ce club pendant 7 ans, et en parallèle, j'ai découvert l'environnement fédéral, puisque je suis financier de formation. Donc j'avais pris la responsabilité d'être trésorier de la Ligue du Val-de-Marne. À l'époque, c'était une ligue monodépartementale. J'en ai pris la présidence pendant 4 ans, et je suis, comme vous le savez, président de la Ligue Île-de-France depuis maintenant 2020. Voilà rapidement pour mon parcours dans le tennis. Professionnellement, j'ai dirigé des entreprises les 25 dernières années de ma carrière, donc des entreprises qui faisaient entre 100 et 4000 licenciés, entre 30 millions de chiffre d'affaires et 600 millions de chiffre d'affaires. Et j'ai passé la main il y a maintenant en fait 3 ans pour me consacrer exclusivement au mandat associatif et également à 2 mandats politiques que j'ai aujourd'hui, parce que je suis maire adjoint de la ville de Saint-Maur, qui est une ville de 80 000 habitants, qui m'a permis de découvrir un peu comment fonctionnait une collectivité locale et qui m'a permis de transposer ça au club sportif, de dire comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main avec une mairie, comment est-ce qu'on peut convaincre une mairie de soutenir des actions sociétales, comment est-ce qu'on peut convaincre une mairie d'investir dans les infrastructures. Donc c'est un formateur, et je suis également conseiller départemental du Val-de-Marne depuis maintenant en fait 3 ans, pour le même canton, donc le canton de Saint-Maur, donc ce sont les mêmes administrés. On pose souvent la question de savoir, mais si l'équipe gagne les élections fédérales demain, qu'est-ce que tu veux faire avec ces mandats? Je passerai la main, parce que je crois qu'à un moment, il faut également savoir faire des choix, et quand on s'engage dans ce type d'aventure, il faut également à un moment se dire, il faut se concentrer, il faut se consacrer à la mission principale, et donc c'est ce que je vais faire si nous sommes élus demain. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de couvrir 2 éléments. L'élément en fait national, pour lequel je suis là aujourd'hui, mais également l'élément régional. Vous avez beaucoup parlé du comité de Seine-et-Marne, je souhaiterais quand même vous parler un peu de la Ligue Île-de-France. Avant de parler de la Ligue Île-de-France, je vais déjà vous dire pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là en tant que candidat à la présidence de la Fédération française de tennis. D'abord, ce n'est pas une initiative individuelle. Jusqu'à entendu, il se lance dans une campagne, c'est perso, etc. Non. Ça fait maintenant un peu moins d'1 an que beaucoup de présidentes et de présidents de clubs sont venus me voir, des présidentes et des présidents de comités et de ligues régionales, et m'ont demandé si on pouvait envisager de penser à un projet alternatif, à un projet différent. Parce que je ne rejette pas, et l'équipe, les clubs au cœur de notre engagement ne rejettent pas le programme Ensemble pour notre tennis. Par contre, on souhaite changer fondamentalement un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir dans 30 secondes. Donc ce n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche collective. On a la chance d'avoir aujourd'hui dans l'équipe des représentants de clubs, des représentants de comités, des représentants de ligues, et surtout des personnes qui ont des compétences dans beaucoup de domaines. La partie financière, la partie marketing, la partie recherche. Donc vraiment, individuellement, personne ne coche toutes les cases. Collectivement, on coche toutes les cases aujourd'hui pour pouvoir prétendre à présider, à gouverner une fédération comme la Fédération française de tennis. Alors, depuis maintenant 6 mois, on a mis en place des groupes thématiques. Il y a 14 groupes thématiques principaux. C'est ce que j'avais prévu de vous présenter aujourd'hui, mais comme on dit que j'ai que 20 minutes, je vais juste insister sur 3. Et on a également 3 groupes thématiques qui planchent sur des sujets qui nous sont particulièrement chers, qui sont la RSO, la lutte contre les violences sexuelles et à caractère sexiste, et un autre sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, en fait, sur l'offre de jeux. Donc on a 14 groupes thématiques, plus 3 qui sont en fait transversales. Alors, je vais quand même vous parler de 3 éléments qui me tiennent particulièrement à cœur, et je crois qu'ils s'inscrivent bien dans ce que vous venez de présenter ces 15 dernières minutes. Le premier, c'est tout ce qui touche au soutien au club. Alors, quand on parle de soutien au club, nous, on considère qu'il est essentiel, dès le début de la mandature suivante, de démarrer un audit de l'ensemble des infrastructures au plan national, club de métropole et les clubs d'outre-mer. Une fois que cet audit aura été fait, en concertation et main dans la main avec les comités départementaux, on va établir en fait une cartographie des priorités pour la mandature. Une fois que cette cartographie sera établie, on va mettre en place un plan d'investissement. Ça veut dire que par rapport au projet actuel, on va faire le contraire. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'ADCP, donc une enveloppe des 2 clubs qui est définie en centrale, qui est ensuite distribuée aux différentes ligues, qui ensuite, avec les comités départementaux, adresse les différents projets des clubs. Nous, on va faire l'inverse. On démarre par les besoins des clubs, et ensuite, on va définir l'enveloppe.
Vous savez, en tant que membre du COMEX, j'ai toujours voté à deux mains tout ce qui concernait l'augmentation des aides au club. Et on a augmenté les aides aux équipements année après année. Par contre, ce que je dis aujourd'hui, c'est que définissons une enveloppe en fonction des besoins réellement identifiés, et s'il faut plus, on ira chercher l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un événement qui s'appelle les Internationaux de France de Roland-Garros, qui dégage de plus en plus de cash, et on saura augmenter d'une façon conséquente, s'il le faut, les aides aux clubs, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de territoires carencés en fait en France. Donc ça, c'est un point qui est essentiel en termes d'approche et en termes de philosophie. Quand on parle d'aide aux clubs, on parle également d'augmenter les moyens humains et financiers pour les comités départementaux. Nous sommes aujourd'hui un collectif en faveur d'une forte décentralisation qu'on a déjà en Ile-de-France aujourd'hui, sur laquelle je vais revenir en fait dans 5 minutes, mais on souhaite renforcer les moyens en compétences et en ressources financières des comités départementaux, parce que ce sont les comités départementaux qui sont des instances de proximité par excellence des clubs. Les qui sont là pour piloter, pour coordonner et pour influencer la politique fédérale. Donc approche bottom-up, en anglais, on démarre de la base et on influence en fait la politique fédérale. Le deuxième aspect qui concerne peu de clubs, mais qui est quand même en fait extrêmement importante, parce qu'elle touche à la vitrine du tennis français, c'est tout ce qui touche à la préparation en fait au haut niveau. Donc là, vous avez compris, c'est une case que moi je ne coche pas personnellement, mais nous avons la chance aujourd'hui d'être entourés de joueuses et de joueurs, d'anciennes championnes, d'anciens champions de haut niveau, que ce soit Jérémy Jardy, Gilles Simon, Joe-Wilfried Tsonga, Nathalie Tosier en fait et d'autres, certaines qui ne veulent pas s'afficher en fait aujourd'hui, mais qui ont aidé ces 3 derniers mois à concevoir en fait un projet qu'on peut articuler et que je peux résumer de la façon suivante. Plutôt que de dire il y a aujourd'hui un chemin, il y a un chemin essentiel qui est le chemin des pôles nationaux. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de considérer que chaque projet est un projet singulier, un projet qui doit être traité individuellement, un projet qui doit être personnalisé. À savoir que lorsqu'une jeune fille ou un jeune garçon évolue dans une structure qui est souvent en fait un projet familial, avec un entraîneur de club, essayons de le faire durer, essayons de le faire perdurer le plus longtemps possible à partir du moment où il répond en fait aux objectifs. Plutôt que de dire, à 13 ans ou 14 ans, bah, tu as atteint un niveau qui est dans le top 3 français, on te sort de ta structure et on te met dans un pôle national. On ne veut pas supprimer les pôles nationaux, parce que les pôles nationaux peuvent correspondre à des aspirations de certains jeunes joueurs, de certaines jeunes joueuses. Donc en fait, on veut multiplier ces projets en fait individuels, mais ça veut dire qu'on accepte également d'avoir un collectif national qui est composé d'entraîneurs de clubs, d'entraîneurs de comités, d'entraîneurs de ligue, d'entraîneurs fédéraux, bien entendu. Et on va essayer de mettre un maximum d'entraîneurs fédéraux sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, il y a surtout en fait des gestionnaires et des administratifs au niveau de l'ATN, mais également d'entraîneurs d'académie. Parce que pourquoi ne pas travailler main dans la main avec les académies? Mais ça veut dire aussi que dans ce cas-là, on accepte de redistribuer la manne financière de la Fédé pour la préparation au niveau d'une façon très très différente. Autant je disais tout à l'heure, je pense qu'il va falloir envisager d'augmenter la manne consacrée aux équipements, aux infrastructures des clubs, surtout quand on sait, ça a été dit tout à l'heure, que les collectivités locales auront de plus en plus de difficultés en fait, à suivre. Ce sont leurs infrastructures, ils en sont propriétaires, donc il va falloir continuer à investir, mais ils auront certainement de moins en moins de moyens, comme les services de l'État. Les JOP sont terminés. Et en fait, les services de l'État ont mis énormément d'argent dans les JOP. Il va falloir quelque part être prêt à mettre plus d'argent que ce qu'on faisait en fait initialement. Donc là, je dis pour les aides au club, on peut augmenter. Pour la préparation au niveau, notre intention n'est pas d'augmenter. On a une manne qui est considérable aujourd'hui, c'est juste de la distribuer d'une façon différente. Exemple, j'en discutais la semaine dernière avec 2 gros clubs des Hauts-de-Seine. Si aujourd'hui, un club met à disposition un entraîneur, quand la jeune fille ou le jeune garçon a 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben c'est peut-être 3-4 heures par semaine. Maintenant, il y aura 13-14 ans, c'est 25 heures par semaine. Donc là, il va falloir non seulement aider financièrement le club, et d'indemniser pour la mise à disposition de ses ressources humaines, mais également d'incentiver, d'intéresser l'entraîneur aux résultats qu'il va en fait obtenir. Bien entendu, le rôle de la Fédé va rester un rôle de coordination de pilotage, parce que quand on injecte en fait de l'argent, il faut quand même contrôler et voir si l'argent est utilisé comme c'était prévu en fait au départ, et de revoir les objectifs régulièrement. Mais par contre, ce sont
des entraîneurs qui font partie de ce collectif national, qui seront partie prenante dans la préparation au haut niveau. À côté de ça, on souhaite monter un groupe d'anciennes championnes, d'anciens champions de tennis qui seront à disposition pour aider et donner leur avis en fait régulièrement. On a l'accord d'un grand nombre de joueuses et de joueurs aujourd'hui qui sont prêts en fait à le faire et qui n'ont pas forcément parlé de finances d'ailleurs, mais bon, je referme la parenthèse, mais également un groupe composé d'anciennes championnes et d'anciens champions d'autres disciplines. On a contacté la Fédération française d'escrime, on a contacté la Fédération française de judo. Certaines championnes, certains champions sont prêts également à s'intéresser à ça. Pourquoi ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur? Et c'est une transition par rapport à ce qui se passe à l'extérieur en dehors de nos frontières. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview qu'a donné Mats Wilander il y a un mois concernant l'évolution du tennis américain. Où en fait il disait exactement avec ses mots et surtout avec son vécu d'ancien champion, ce que je viens de décrire, à savoir des projets familiaux au départ, qu'on doit faire évoluer. On a un centre national en Floride. Ce centre national, bien entendu, est là pour accueillir, pour organiser des rassemblements, mais par contre, les projets sont des projets individualisés, et surtout, en fait, ce qu'il disait, nous devons avoir une vision à moyen terme, et pas dire, tu as 10 ans, il faut que tu sois dans le top 3 national américain à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans. C'est qu'en fait, ils ont gommé cet aspect d'objectif intermédiaire qui est on est champion dans le catégorie d'âge. Non, on a une vision à moyen terme pour le circuit junior ou pour le circuit professionnel. Et si vous n'avez pas lu l'article, je vous encourage à lire parce qu'il est extrêmement intéressant. Il conforte en fait tout ce qu'on vient de décrire, ce que je viens de vous relater. Donc ça, par rapport à la façon dont fonctionne aujourd'hui en fait la fédération, on veut faire repartir le balancier dans l'autre sens. Aujourd'hui, le balancier est allé vers le tout centres nationaux, et en fait, on veut le refaire partir dans l'autre sens, tout en conservant les centres nationaux, parce que on peut prendre deux exemples. Si on revient au résultat de Roland Garros Junior 2021, on a 4 Français en demi-finale, on a Lucas Bernacheux qui gagne le Roland Garros Junior, et Arthur Fils qui est finaliste. Et en fait, Lucas, il a décidé de continuer avec son entraîneur en fait historique, il a fait un cadre de la Ligue de France, du comité de Paris, jusqu'à il y a 6 mois. Parce qu'il n'a pas voulu intégrer un centre national, et en fait, il a maintenant monté son propre projet, parce qu'à un moment, le joueur ou la joueuse s'assume et montre leur propre structure. Si on prend Arthur, Arthur, lui, il est passé par côté. Parce qu'à un moment, il s'est senti mûr, les parents étaient OK également pour aller dans ce sens-là, et il a réussi, en passant en fait, par le centre national, et monter son propre projet en fait aujourd'hui. Voilà. Le troisième point que je voulais rapidement mentionner, c'est les bénévoles. D'ailleurs, dans une des présentations qui a été faite, quand tu parlais, quand tu parlais d'école de tennis, tu parlais également de susciter des vocations. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut, dès le plus jeune âge, susciter des vocations en fait, chez les jeunes, pas forcément pour qu'ils deviennent des bénévoles pérennes, mais sur certains événements, la fête de l'école, la fête du club, un TMC, un tournoi, vous pouvez effectivement vous investir. Je pense qu'on a aujourd'hui un vrai sujet concernant le bénévolat. Parce que la France, avec certains autres pays, a la particularité pour le sport et pour partie pour la culture de s'appuyer sur le modèle associatif. Le modèle associatif, ce sont les bénévoles qui gèrent. Le modèle associatif, ce sont les bénévoles et les enseignants qui gèrent et animent. Si demain, le nombre de bénévoles diminue de 10 à 20%, on a un risque considérable que le sport passe du modèle associatif au modèle privé. Je ne dis pas que c'est un risque qui n'est pas gérable, mais par contre, nous sommes tous des engagés bénévoles, nous avons tous eu des enfants qui sont allés dans des clubs en fait, associatifs, et je pense qu'il est important que le modèle associatif soit pérennisé en fait, dans le terme. Nous avons pris contact, et j'ai pris contact avec certaines fédérations, avec un projet qui consiste à présenter un projet de loi consistant à faire reconnaître, notamment le contour juridique, du bénévole en fait en France, avec un volet qui concerne la valorisation. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, en tant que bénévole, vous pouvez dans vos clubs comptabiliser le nombre d'heures que vous passez dans votre club, valoriser au SMIC horaire, on le met au bilan, ça n'a pas d'impact, sur les financiers, ça n'a pas d'impact sur le compte de résultat, mais on peut le valoriser. Et donc l'idée serait de voir si ce montant pouvait être converti en quelque chose. Déjà, idéalement, il peut être converti pour la personne tout à fait. en réduction d'impôt. Exactement. Donc, réduction d'impôt, ouverture
beaucoup de gens ne savent pas. Je sais, je suis d'accord. D'accord. Donc il y a également l'aspect pédagogique, l'aspect communication, mais ça peut également parce que là on a quand même des jeunes bénévoles, je te regarde, je regarde Jonathan, si on peut transformer une partie de ce montant en point de retraite complémentaire, ça peut être sympa en fait également. Si on peut l'ouvrir à des droits à la formation qui est déjà, mais en fait complémentaire parce que c'est limité aujourd'hui. Donc en fait le projet, on est en train de le construire, et j'ai pu rencontrer le président de la commission sport et culture en fait du Sénat, et celle qui a été plus éphémère, son homologue en fait à l'Assemblée nationale. Ils sont très très preneurs et ils considèrent qu'ils pourront identifier très facilement un ou une députée, un sénateur ou une sénatrice pour porter en fait ce projet. C'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. C'est un truc de remédier à la perte des bénévoles, il faut avoir un moyen de... Oui, à la fois de les fidéliser et de les attirer, sachant qu'il ne faut pas que cette partie-là soit considérée comme une contrepartie d'un engagement de bénévole. Parce que quand on s'engage bénévolement, on ne recherche pas de contrepartie, on le fait parce qu'on est passionné et puis on veut y aller. Donc en fait, il faut le faire avec justesse et avec nuance. C'est une reconnaissance de l'extérieur et pas une démarche propre au club en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, je vais bénévole dans ce club parce que je vais faire ceci, je vais avoir ceci ou cela. Ouais. Ça renverse la table, c'est pas bon. Exactement. Peut-être concernant le national, le dernier volet sera une transition avec les quelques mots que je veux vous donner concernant le régional, donc la Ligue, c'est la formation. Parce qu'on parle des bénévoles, mais on peut parler également de la pénurie aujourd'hui, qui est constatée au plan national concernant les enseignantes et les enseignants, les heures d'enseignantes et d'enseignants. Alors, ce que nous vous proposons en fait aujourd'hui, c'est dans un premier temps déjà en fait d'élargir le spectre de recrutement des enseignantes et des enseignants. Alors on l'a testé au niveau de l'Île-de-France ces 2 dernières années, notamment en créant des plateformes de formation et de préparation DE pour les L3 STAPS. On vient de lancer un projet avec la Fédé, et on verra si on peut le diffuser au plan national, qui est la formation hors temps de travail. Donc en fait un DE 500 heures sur 2 ans validé par la Dragesse Île-de-France, où en fait ce sont des personnes qui sont en situation de reconversion ou de complément en fait d'activité, donc des salariés du privé ou du public. La surprise qu'on a eue, c'est qu'en lançant la communication, on a eu 60 candidats. Mais une communication qui n'a pas été forcément très appuyée. 60 candidats. Et en fait, on a vraiment des personnes qui jouent au tennis depuis très longtemps, qui ont un métier aujourd'hui qui leur convient peut-être moins bien, ou qui souhaitent avoir un complément d'activité. Et on pensait absolument pas avoir autant de candidats. Et donc en fait, notre objectif dans le cadre du projet national, c'est d'élargir ce spectre en fait de formation. Mais je reviens à ce que disait Jonathan, ou je ne sais pas si c'est toi qui disais tout à l'heure, quand on parlait de l'école de tennis, comme pour les bénévoles. Je crois que le rôle de l'enseignant dans le club, quand on parle d'école de tennis, c'est d'essayer de voir très tôt comment est-ce qu'on peut susciter des vocations également supplémentaires. Un jeune peut devenir un répétiteur, coach junior, certains peuvent passer éventuellement le CQP, et on peut leur faire prendre conscience des différentes possibilités que le métier de l'enseignant et de l'enseignant fait. Donc une approche en fait très très large, mais également ce qu'on peut faire en dehors de l'élargissement en fait, du spectre, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut, d'une façon plus générale, avoir plus d'enseignantes et d'enseignants au niveau des clubs, et ensuite de voir comment est-ce qu'on l'organise au niveau des comités départementaux, parce que quand on prend un département comme la Seine-et-Marne, mais c'est pareil dans l'Essonne, c'est pareil dans le Val d'Oise, où on a la ruralité est une vraie réalité, c'est une question également d'organisation locale pour voir comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des enseignantes et des enseignants. Alors, ça c'est pour la partie formation, et je fais la transition avec la Ligue de France, parce qu'aujourd'hui je suis président de la Ligue de France, et je voulais juste vous dire quelques mots par rapport à notre projection sur le court terme. Je vous rappelle, élection Île-de-France, c'est le 16 novembre, hein, ça n'a pas très longtemps, et les élections nationales, où pour la première fois, les présidentes et les présidents de club vont voter, donc sur une fenêtre de tir de 48 heures en distanciel. J'ouvre une petite parenthèse. Si aujourd'hui vous avez la possibilité de voter, c'est parce que la loi sport, au travers d'un décret de mars 2022, a demandé aux fédérations sportives de le faire, pour 50% des voix. Si nous sommes élus demain, parce que nous considérons que la Fédération française de tennis doit être une fédération de clubs, les présidentes et les présidents de clubs, leur poids, en termes de vote, sera de 100%. On ne veut pas remettre en cause la position des délégués,
délégués que vous allez élire au niveau départemental et au niveau régional en fait demain, bien entendu, ont un rôle à jouer pour représenter les clubs et pour préparer un certain nombre de thématiques qui, entre autres, sont abordées et présentées lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de tennis. Donc on va les conserver. Par contre, ils ne vont plus voter pour l'élection de la présidente ou du président de la Fédération française de tennis. Nous, on souhaite que ce soit 100%. Ce qu'on souhaite également rajouter, parce que la loi le permet aussi, c'est que les présidentes et les présidents de clubs soient régulièrement consultés pour des projets stratégiques, par voie référendaire. Moi, je suis un partisan des équipes projets, et quand on parle d'équipes projets, elles sont composées de salariés qui sont experts, mais elles doivent être composées au niveau de la Fédération française de tennis de représentants des clubs, dont l'objectif est de préparer un projet et de le mettre en forme d'une façon la plus lisible, la plus facile en termes de compréhension, et ce document servira pour lancer un référendum sur des sujets particuliers. Ça peut être le classement, ça peut être un tas de choses. On va dire, on va faire un par mois. Mais la loi sport permet de le faire. On n'en a pas fait un seul pendant ce mandat. Nous, on s'engage à le mettre réellement en place en fait demain. C'est un point que je voulais rapidement faire avoir. Pour ça, en fait, la Ligue Île-de-France. Et rassure-toi, Guillaume, je vais m'arrêter après. Au niveau de la Ligue Île-de-France, moi, je souhaite prendre quelques engagements en fait, la Ligue Île-de-France a été créée en 2017. Bon, c'est une ligue de création récente, hein, c'est la réunion de 8 ligues monodépartementales qui sont données des comités départementaux. On a eu des principes fondateurs de cette ligue. Le premier principe fondateur, c'était de laisser une autonomie de fonctionnement, une autonomie de moyens importante aux comités départementaux, contrairement à ce qui se passe dans les autres régions. Donc, les comités départementaux doivent conserver une autonomie de financement et surtout doivent bénéficier de moyens qui sont les leurs en fait aujourd'hui. Je laisse 2 chiffres. Vous savez ce qu'est la dotation globale de fonctionnement? C'est une manne qui arrive de la Fédé dans les ligues et ensuite les ligues en fait redistribuent. Au niveau de la Ligue de France, je regarde les financiers, 95%, non, c'est 92. 92% de la dotation globale de fonctionnement de la Ligue est redistribuée au comité départemental. Au niveau du fruit de la licence, donc les recettes de la licence qui proviennent à la Ligue, 60% de ce qui est collecté en fait dans les clubs, on reverse aujourd'hui 98% de ce montant au comité. La conséquence, c'est que les comités peuvent avoir des salariés pour accompagner et soutenir les clubs, notamment les conseillers en développement, qui sont salariés des comités. Au plan sportif, les cadres techniques sont des salariés en fait des clubs et les CTR, les CTR, qui sont au nombre de 10 aujourd'hui au niveau de la Ligue de France, il y en a 8 qui ont bien entendu une mission régionale, mais qui sont basés dans chacun des comités et qui ont un rôle en fait régional. Donc ça, ce sont des éléments qui sont hyper importants que vous devez avoir à l'esprit. Si demain, l'équipe francilienne à laquelle Guillaume fait partie et dont je vais prendre en fait la tête dans quelques jours, on va s'engager à respecter ces principes fondateurs pour que les comités départementaux, structures de proximité des clubs, puissent continuer à œuvrer dans les meilleures conditions possibles, le plus efficacement possible, auprès en fait, des clubs. Donc ça, c'est un point essentiel que je voulais aborder. Donc comme j'ai tenu 24 minutes, on peut passer aux questions-réponses. Au niveau de la redistribution de l'Île-de-France vers les comités, vous respectez quelle proportion? C'est quoi les règles de la proportion redistribuée? C'est nombre de licenciés. Alors il y a différents paramètres. Il y a différents paramètres qui devront d'ailleurs être revus. Parce qu'il y a entre autres en fait une équipe projet qui devra plancher sur la répartition au niveau en fait, des comités, parce qu'il y a différents critères, il y a les licenciés, mais il y a le nombre de clubs également. Parce qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui un département, par exemple comme les Hauts-de-Seine, qui ont 48 000 licenciés, et où on a une très forte concentration de gros clubs. Et si on prend aujourd'hui la Seine-et-Marne, plus de 150 clubs, un territoire qui est quand même extrêmement vaste, c'est un autre critère dont il faut tenir compte. Quand vous prenez la carte de l'Île-de-France, vous prenez la Seine-et-Marne, vous recouvrez le reste de l'Île-de-France. Donc en fait, en termes de territoire,
c'était énorme. Donc, il y a pas mal de critères mais qu'il va falloir voir. Parce que je pense que la Seine-et-Marne devrait pouvoir bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Tu ne diras pas le contraire. Merci, monsieur. Non, il faut. Je crois qu'il faut être. On ne va pas rentrer dans le détail en fait, des algorithmes qu'il faut mettre en place, mais vu la configuration, vu le nombre de clubs, vu le nombre de licenciés, et vu les distances à parcourir pour les salariés et les élus d'un comité comme la Seine-et-Marne, il faut l'augmenter de façon plus. Est-ce qu'il y a un contrôle, ou on va dire un accompagnement sur ce que devient ce financement pour le comité ou par la suite pour les clubs? Alors, contrôle, si tu parles d'un contrôle au niveau fédéral, ligue, non. Par contre, il y a comme en fait un budget je dirais, qui est présenté. Et quand on dit budget, ça passe avant parce que j'appellerais un débat d'orientation budgétaire vers quoi on flèche l'argent en termes de développement, en termes de formation, en termes de sportifs. Et quand je dis sportif, ce n'est pas uniquement la préparation au niveau, hein, c'est l'organisation de la compétition, c'est l'offre de jeu, etc. Donc le budget est le moyen en fait, de le contrôler. Et ensuite, la présentation des résultats en fin d'année est un moyen également de mesurer les écarts entre ce qui était prévu au départ, le budget, et ce qui a été réalisé. Donc c'est plutôt au niveau local, par les membres qui ont l'âge du comité, à savoir les présidents et les présidents de club, que ce contrôle en fait est fait. Parce que le truc, c'est que nous, présidents de club, souvent, c'est des bénévoles. Oui. On a besoin d'un accompagnement pour utiliser éventuellement une manne financière de la meilleure manière possible, en fait. Ouais. C'est plus un accompagnement, quand je dis contrôle, recherche, pour nous aider, si on arrive déjà à capter ces moyens-là, pour les utiliser de la meilleure manière possible. Exactement. Exactement. Et là, on a les... Alors, C'est est-ce que tu parles en fait du comité ou est-ce que tu parles des clubs? Parce que ce sont deux choses en fait qui sont différentes. Que, par cascade, je dirais les deux. Oui, parce que normalement au niveau de l'organisation d'un comité départemental, et c'est pas toi que je vais dire ça en tant qu'excellent comptable, on essaye, quand on a en fait un trésorier, que ce soit quelqu'un en fait qui maîtrise, c'est pas le cas partout, hein, mais en fait qui la maîtrise à la fois des grands agrégats en fait financiers, mais qui a également fait une expérience de l'allocation des recettes, en fait, des coûts en fonction, je dirais, de projets ou en fonction en fait, des événements. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect quand même d'accompagnement et de pédagogie qui pourrait effectivement être important, mais surtout vers les clubs. Hein, surtout vers les clubs. Parce que c'est là qu'on a un vrai souci aujourd'hui. Parce qu'on a quand même pas mal de clubs aujourd'hui qui sont dirigés par une gouvernance par défaut, quelque part, parce qu'on ne trouve pas forcément les volontaires qui veulent s'engager. Et donc, à un moment, on dit ben, je reste ou je prends parce qu'il faut bien quelqu'un vienne. Mais c'est un sujet qui est vraiment considérable. Parce que de plus en plus aujourd'hui, et c'est le cas du tennis et d'autres sports, mais surtout du tennis, le besoin de professionnalisation de la gouvernance en fait, des clubs devient une réalité qui est quotidienne. J'étais au TCBB là, il y a 2 jours. TCBB, ils ont 4700 licenciés. Ils ont 65 salariés, ils ont un directeur général. Je ne pense pas qu'on leur apportera grand-chose. Parce qu'en fait, ils sont même mieux équipés que nous au niveau d'un comité départemental ou au CNI. Par contre, quand on prend quand même le club moyen de France, c'est 300 licenciés. Le club moyen. Le médian, il est plutôt aux alentours de 250. Et après, on a beaucoup de clubs qui sont des clubs avec des infrastructures limitées, avec des relations avec les collectivités locales, ça avait été abordé tout à l'heure, qui sont également limitées. Et on sait aujourd'hui que la manne financière doit essentiellement venir en fait, des collectivités locales. Donc il faut qu'on les aide à la fois sur les aspects techniques, mais il faut qu'on les aide également sur la manière, la méthode de gouverner, de gérer et d'aller chercher de l'argent en fait, à l'extérieur. Parce que du fait les partenaires privés dont tu parlais, mais également les institutions. Du fait du bénévolat, on manque aussi de compétences finalement pour l'utilisation de ces fonds, par exemple, là, dans les clubs ou éventuellement au-dessus, au comité, etc. Ouais. Mais il n'y a pas que pour les fonds, il y a aussi pour les ressources humaines. Par exemple, comment gérer tout ça. C'est juste un exemple. Oui, et puis là, Cosmos ne suffit pas forcément parce que, c'est vrai, et quand je parlais du contour juridique du statut du bénévole, je pensais entre autres à ça parce qu'aujourd'hui, en fait, les bénévoles sont exposés et ça peut aller jusqu'au pénal. Et quand on touche au social, on sait qu'on a une telle complexité dans la gestion de ressources humaines et surtout dans les règles qui accompagnent la gestion des ressources humaines, on a intérêt à te préparer, hein, tu le connais très bien, mais malheureusement dans beaucoup de clubs, on n'est absolument pas outillé, on n'est pas du tout en fait armé, et ça fait partie, pour moi également,
d'un des rôles essentiels que doit porter le comité départemental, et pas la fédé ou la ligue. Je pense que c'est vraiment le comité départemental, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette manne qu'il va falloir redistribuer au plan national. On est pas mal en Ile-de-France, mais il faut l'amplifier. Il faut qu'il y ait des moyens autour des aspects essentiels, comme la finance et comme le social, au niveau du comité départemental, pour que, au quotidien, les clubs puissent avoir une réponse en plus de ce qu'on peut avoir au niveau du Cosmos. Parce que le Cosmos, il ne va pas prendre un dossier. Il ne va pas prendre un dossier, il ne va pas l'étudier en fait pour le club. Par contre, il va conseiller sur les grandes lignes. Par contre, si vous Ouais, en fait après, si on fait un écrit, ils nous répondent par écrit. oui, mais préparer un dossier au prud'homme, il vaut mieux avoir en fait Non, des enfin, compétences un avocat, locales un avocat plutôt que spécialisé. d'avoir uniquement, ou de s'appuyer uniquement sur le Cosmos, hein, parce que malheureusement, ça ne va pas suffire. Oui. Par rapport à cette stratégie qui a été entendue, est-ce qu'elle est partagée au comité d'Île-de-France? Parce que finalement, il y a une certaine mobilisation, une certaine cohérence. Sinon, c'est partagé, elle est dans cette ligne-là. Alors, dans les Ou grandes... est-ce que les problématiques sont différentes? Ouais, alors dans les grandes lignes, je dirais oui, au niveau de l'esprit, oui, absolument, alors, voilà, à 100%. Par contre, au niveau des spécificités territoriales, il y a vraiment en fait des différences. Hein. Je parlais des Hauts-de-Seine tout à l'heure, tu ne peux pas comparer en fait les Hauts-de-Seine et les clubs des Hauts-de-Seine avec la Seine-et-Marne. C'est la priorité. Oui, mais je vais donner un exemple parce qu'on a parlé de digital tout à l'heure, de digital et de numérique. Aujourd'hui, un club de plus de 1000 licenciés, il a quand même 18 en fait dans les Hauts-de-Seine, sont très très différents, notamment en termes de façon d'utiliser en fait ces outils, qu'un club en fait de 200. Et donc on a dans l'esprit, je crois, on est complètement en face, complètement aligné dans les 8 comités départementaux qui constituent la Ligue de France. Par contre, au niveau des outils à utiliser, il y a vraiment en fait différence. Quand on parle de sportif, c'est pareil. Aujourd'hui, le TCBB, je le mentionnais tout à l'heure, mais je peux parler de Levallois, même si Levallois est un mauvais exemple, parce qu'ils font très peu sportifs, mais on peut dire d'Azuranière, on peut parler de tous ces clubs, le TCP, si on parle de Paris, etc. Ils ont aujourd'hui une stratégie pour préparer les jeunes en fait, au haut niveau, qui ne peut pas être applicable dans un club en fait, qui fait 200 licenciés. Donc l'esprit, oui, on est complètement aligné, les 8 comités sont alignés. En termes de mise en œuvre de la stratégie, il y a quand même de très grosses différences. Du coup, au niveau de la Ligue, c'est ça, il y aura des stratégies différentes adressées aux différents comités par rapport à leurs besoins. Oui, absolument, absolument. Et je vais un peu plus loin. Si on prend la Ligue par rapport à la Fédé, il y a de vraies différences. Parce que le rôle des comités départementaux et des ligues, c'est d'appliquer la politique fédérale. On fait partie, je dirais, d'un ensemble. On a une délégation de service public qui est la Fédé. Et puis derrière, même si les ligues et les comités doivent avoir une certaine autonomie en fait, de fonctionnement, il y a quand même des grandes lignes qu'il faut respecter. Si on prend le sportif, on a une telle densité aujourd'hui, parce que vous en avez parlé pas mal en fait, tout à l'heure, de joueuses et de joueurs en Ile-de-France, qu'on ne peut pas se contenter d'appliquer la politique fédérale. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on a des règles pour les jeunes de 13-14 ans pour qu'ils puissent entrer éventuellement en, fait, en Pôle France. Sachant que nous, au niveau de la Ligue de France, on a déjà anticipé ce que j'ai dit tout à l'heure, où on donne la possibilité à des jeunes d'essayer de continuer le plus longtemps possible avec le projet familial. Mais on a également monté en fait un groupe au travers d'un projet qui s'appelle le projet 15-18 ans. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce projet 15-18 ans? C'est parce que les 10 CTR franciliens m'ont dit à un moment, il y a 2 ans, Jean-Marc, on a un énorme problème, on a un trou dans la raquette pour les 15-18 ans, parce que s'ils ne font pas partie des 3 meilleurs français, on ne s'en occupe plus. Pour nous, on ne s'en occupe plus, il n'y a plus de moyens financiers, il n'y a plus d'accompagnement au niveau Ligue et fédéral, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a mis en place ce groupe, il y a 2 ans, un groupe de 40. D'ailleurs, 26 garçons et puis 14 filles. Et en fait, on a un collectif d'entraîneurs qui les accompagnent, notamment en fait en tournoi, où ils font en fait du coaching, et on a des résultats qui sont extraordinaires. On a par exemple la fin au Cheval de Marnay, hein, si je prends la championne de France qui a 16 ans, c'est là, elle était complètement en dehors des radars, parce qu'en termes de maturité, en termes de développement, elle n'y était pas. Elle a été championne de France là, il y a 2 mois. Et on a en Seine-et-Marne 2 jeunes qui font partie de ce groupe et qui ont des résultats au moins au niveau, voire meilleurs que ceux qui sont en Pôle France. Donc je crois que chaque strate a ses spécificités et c'est important de ne pas essayer de faire rentrer en fait tout le monde dans un moule.
D'où l'importance de l'autonomie et de la spécificité de chacun des comités départementaux, de certaines ligues, parce qu'on ne peut pas comparer la Ligue de Franche-Comté à l'Île-de-France. Donc il faut également laisser la latitude à ces ligues de fonctionner de façon différente. Donc pour répondre à ta question, au niveau de l'esprit, oui. Au niveau de la mise en œuvre du projet, il faut tenir compte des particularismes locaux. Bon, on est bon. Ouais. Alors, moi je voulais juste conclure, hein, parce que tu m'accueilles aujourd'hui. Non, bah, t'as bien compris, je pense que tout est bien. Mais non, moi je voulais quand même vous dire un truc. Alors, je vais vous dire encore deux trucs et puis après j'arrête, promis. Sauf pas de laisser la parole. C'est que j'étais très proche en fait j'étais proche de Gilles Moreton il y a 4 ans. On pose souvent la question, c'est c'était avec lui. Et là, pourquoi aujourd'hui tu as la tête d'un collectif et un collectif t'a demandé de prendre la tête de ce projet. Alors, moi j'avais rejoint effectivement Gilles Moreton assez tard, j'avais fait partie du premier cercle, mais j'étais séduit par le projet. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'esprit du projet n'est absolument pas ce qui avait été annoncé pendant la campagne, mais absolument pas. Je vous ai donné 2 exemples tout à l'heure. Soutien au club, on nous a toujours dit, et c'est pour ça que j'ai adhéré, et c'est pour ça que je l'ai vendu aux équipes, notamment à l'équipe du comité départemental du Val-de-Marne dont j'étais président à l'époque, on dit, on va enfin faire du bottom-up. On va démarrer de la base et on va financer la politique fédérale. Je suis désolé, on fait du top-down. On peut mener ce qu'on veut, on fait du top-down. Et pour la partie sportive que je mentionnais également, je vous donne 2 exemples, je peux vous en donner 20 si vous voulez, mais on le fera autour du pot tout à l'heure. Le deuxième exemple est sportif. Qu'est-ce qu'on avait dit? Et là, je regarde, parce qu'on était ensemble sur la même liste. Bien toi que je regarde. Merci d'être venu, c'est super sympa. C'est quand même le trésorier du comité. Collègue du comité directeur de la Ligue de France. Mais qu'est-ce qu'on avait dit en fait il y a 4 ans? On arrête l'hypersélectivité au plus jeune âge. On arrête, on le fait au profit de la formation. Or, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis désolé. On a des championnats régionaux 8 ans. On n'a jamais organisé autant de challenges nationaux 9, 10, 11 ans qui ont des conséquences terribles. Parce qu'on avait Blois, en fait, avant, et puis on avait un ou deux tournois, c'était très bien. Pourquoi est-ce quand on prend l'Île-de-France, c'est ce que ça veut dire? C'est qu'on a pratiquement 10 fois dans l'année 3 équipes garçons, 3 équipes filles, parce qu'on a cette densité, qui font les phases qualificatives et qui font les phases finales. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire au niveau de la charge, mais également au niveau de l'engagement des entraîneurs. Mais au niveau du comité de Seine-et-Marne, ça fait depuis combien de temps qu'ils sont aux 1600 heures? C'est plus gérable. Donc, je dis aujourd'hui, attention, on a pris des engagements il y a 4 ans, hyper-sélectivité au plus jeune âge, au profit de la formation. Ben non, on fait le contraire. Et là, il y a un tas d'exemples en fait, dont je peux parler, et qu'on parlera en fait tous les jours, qui fait que je me suis lancé dans cette aventure avec l'équipe. Je ne veux pas parler de l'homme, Gilles Moreton, qui m'a beaucoup déçu également. Mais j'ai promis au début de la campagne de ne jamais l'attaquer. Je suis victime à titre personnel tous les jours, directement ou indirectement, d'attaques, pas de lui directement parce qu'il ne veut pas être diffamé, donc ça passe en fait par 2 personnes, qui sont abjectes. Et je ferme la parenthèse et je ne dirai pas de mal de lui. Ce que je veux dire sur une note positive, c'est que moi je suis fier d'avoir Guillaume et son équipe. Vous êtes une équipe juste de ouf. Enfin, moi j'étais bluffé parce que vous avez fait depuis 1 mois et demi, parce que vous avez démarré il y a peu de temps, il y a 1 mois et demi, ce que vous avez réussi à faire en termes de fédération, en termes de convaincre des personnes de rejoindre notre mouvement, et de ce que je viens de voir, qui est juste un résumé de ce que vous avez travaillé. Moi je dis juste, je suis fier de vous avoir en fait dans l'équipe, et je suis ravi de soutenir cette équipe, qui est une équipe extrêmement dynamique, extrêmement novatrice, et pour laquelle l'engagement bénévole est quelque chose de génial. Donc tu as bien entendu avec toute l'équipe mon soutien plein et entier, et le soutien plein et entier de l'ensemble de l'équipe d'Île-de-France et du collectif des clubs au cœur de notre engagement. Merci. Merci. On va continuer à parler. Allez, on va voir un coup. Désolé. On va mettre tout ça en place, on va voir un coup.